Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe de l'info, l'émission d'actualité de la 7ème chaîne. L'équipe de l'info, c'est l'émission qu'il vous faut pour bien comprendre l'info. Très heureux, comme à chaque fois, de vous retrouver pour un nouveau numéro. Pour m'accompagner dans nos débats, voici l'équipe du jour, Ernestine et Marc. Bonjour à vous deux, comment ça va ? Salut Gabriel, bonjour à tous. En tout cas, moi ça va bien, comme on dirait jusqu'à présent et même depuis maintenant quelques temps, The Life Must Go On, c'est-à-dire la vie doit continuer, donc on a décidé de faire cette émission malgré ce qui s'est passé. Tout à fait. Bonjour. Dans le sommaire de notre émission cette semaine, on parlera des événements tragiques qui ont touché la France la semaine dernière et nous rendrons un hommage aux victimes de la barbarie et du terrorisme. Puis on reviendra sur le bel élan de solidarité et le bel hommage des Français et de nombreux pays dans le monde. En second sujet d'actualité du jour, on parlera politique et on reviendra sur la polémique concernant la question du tout sauf Front National invoquée par certains hommes politiques. On tentera d'expliquer cela et de décrypter cette stratégie plutôt surprenante. Dans la seconde partie de notre émission, le traditionnel débat d'actualité. Cette semaine, on parlera d'un anniversaire, les 10 ans du plan banlieue et des cités, avec le passage et le discours de François Hollande sur ce sujet. Puis dans la troisième et dernière partie de notre émission, les coups de gueule et les coups de cœur des chroniqueurs et la chronique littéraire de Marc, comme chaque semaine. Un programme du jour assez chargé que nous allons sans plus attendre commencer. A tout de suite pour la suite. La première partie de l'équipe de l'info, les infos de la 7ème chaîne. Info, nos sincères condoléances et nos plus belles pensées pour les victimes et leurs familles dans cette épreuve difficile. Nous n'oublierons jamais ces personnes pleines de vie, de joie, qui aimaient la vie, l'humanité et la liberté et qui s'en bordent car elles vivaient pleinement leur passion et leur vie. Ils ont voulu détruire une société et un mode de vie, ils n'ont pas réussi. Car on peut saluer la magnifique dignité des Parisiens et des Français durant ces jours difficiles pour montrer leur solidarité et pour montrer la force de tout un pays qui se tient debout et uni contre l'horreur et la barbarie. Je voulais aussi remercier l'ensemble des secours, pompiers, SAMU, ambulances et médecins, chirurgiens qui ont fait un travail formidable pour porter secours et sauver des vies, ainsi qu'aux forces de l'ordre qui ont mis fin à l'horreur en intervenant pendant l'assaut. Première question. Comment avez-vous, vous, été touché par ces attentats qui nous ont fortement frappés ? Et avez-vous été touché par la grande solidarité internationale qui a été vraiment touchante et bien sûr par la réponse des Français face à ces attentats qui ont montré que nous étions un peuple debout. Bah déjà, avant de répondre à ces questions, je voudrais t'associer effectivement pour rendre hommage à toutes les forces de l'ordre, les forces de santé qui sont intervenues durant ce triste événement et vraiment remercier chaleureusement ces personnes et je leur souhaite aussi du courage parce que eux aussi ont été touchés par ce qui s'est passé et surtout par l'horreur de cette barbarie. Et je les rejoins aussi pour exprimer vraiment le fait que je sois extrêmement touchée déjà par ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai appris ça, heureusement, je n'étais pas sur Paris, j'étais à Lille pour justement un rassemblement de jeunes et nous allions commencer une réunion quand sur mon smartphone, je reçois une alerte en disant qu'il y avait les attentats sur le Stade de France et différents endroits sur Paris. Donc je peux vous dire que tout le monde a été sous le choc. Et il faut savoir que dès le lendemain, on a organisé, on a improvisé un moment de recueillement avant vraiment de commencer à discuter. Voilà, moi ce que j'invite à faire, c'est aussi de parler, de discuter un petit peu, essayer d'exprimer votre ressenti par rapport à ce qui s'est passé pour libérer un petit peu notre chagrin et vraiment notre tristesse. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, j'étais aussi extrêmement touchée par l'élan justement de solidarité des Français, notamment avec un hashtag porte ouverte, donc des gens qui ont accueilli des Parisiens qui avaient besoin d'être en sécurité tout simplement pour pouvoir éviter d'être resté dehors. Il y a Facebook aussi qui a réactivé le petit application pour être en sécurité, donc je me suis signalée aussi. Donc c'est des petites choses qui font aussi qu'il y a quand même la solidarité, c'est très important et ça l'est encore plus maintenant. Merci. Signaler aussi, comme tu dis, les Parisiens qui ont ouvert leurs portes aux propres rescapés malheureusement de ces attaques qui ont parfois pu être sains et saufs grâce à des gens qui ont ouvert leurs portes.
Marc, ton ressenti sur ce tragique événement. Sans doute, comme vous le disiez tous les deux, on est a priori touchés. Alors déjà, on est touché parce à titre personnel, je suis parisien. C'est passé dans des quartiers où je peux traîner assez régulièrement. La salle du Bataclan, c'est une salle où j'ai déjà été écouter des concerts, où je devais aller d'ici 15 jours, 3 semaines, à nouveau écouter un concert. Donc à ce titre-là, parce que ce qu'il faut bien voir, la comparaison par rapport aux attentats du mois de janvier, c'est que là, visiblement, ils veulent simplement tirer dans le tas et faire un maximum de victimes, sans les sélectionner. C'est-à-dire que les attentats de janvier à Charlie, ils savaient qui ils allaient chercher. Ils allaient chercher le patron de Charlie, ils allaient chercher un certain nombre de personnes. Là, ils prenaient n'importe qui avait juste la malchance d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc forcément, ça nous touche, puisqu'on se dit qu'on pouvait soi-même être au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà, donc une émotion comme la plupart des gens, j'imagine. Et il semblerait que ce qui était intéressant à voir, c'était samedi, donc le lendemain des attentats, où dans Paris, il y avait quasiment personne, en tous les cas dans les quartiers où j'ai pu aller. En revanche, le dimanche, dans le quartier proche des attentats, donc vers la place de la République, il y avait déjà des premières manifestations, témoignages de solidarité qui étaient assez émouvants dans l'ensemble, avec les gens qui venaient poser des fleurs ou des bougies. Ce qui est logique, hein, généralement le lendemain de l'attaque, il y a toujours le moment où il faut encaisser le coup. Et dès le surlendemain, les gens ont dit on va pas se laisser abattre. Et c'est vrai que c'était bien que les Parisiens soient descendus dans la rue malgré les consignes de sécurité pour rendre hommage aux victimes et dire que voilà. Après, effectivement, les Parisiens sont descendus dans la rue, mais ça n'a rien à voir avec le mouvement qu'il y avait eu le dimanche suivant les attentats au mois de janvier. Mais parce que là, c'était un mouvement organisé par l'État. Peut-être qu'il sera fait plus tard, mais là, étant donné la menace, je pense que ça sera un peu déporté dans le temps. Parce que après janvier, en fait, c'était déjà le dimanche le rassemblement. Oui, c'était un dimanche. Mais les attentats ont eu le mercredi, puis le vendredi. Voilà, le vendredi, c'était après. C'est fait le dimanche. Mais il y aura sûrement un rassemblement de ce genre, mais vu la situation actuelle, c'est sûr que c'est plus dur d'organiser ça. Ouais, effectivement, puisque la préfecture a prolongé l'interdiction de manifester jusqu'au 30 novembre. De ce fait, on pourra pas organiser ce genre de grande marche. Pareil, par exemple, je prends un exemple, il y a une grande marche qui devait s'organiser justement sur le climat, qui est un autre sujet, malheureusement, elle est annulée, par exemple. Ce qu'il faut voir la différence aussi, c'est que là, il y a eu dans la nuit du vendredi au samedi, il y a eu un décret portant l'état d'urgence sur la France. On va en parler justement prolongé par une loi maintenant. De ça. Mais par contre, même s'il n'y a pas eu de grands rassemblements en France, pour les raisons qu'on sait, malgré tout, il y a quelque chose qui a été différent du mois de janvier, c'est l'énorme solidarité internationale sur cet événement. On a vu tous les pays du monde quasiment soutenir les attentats, mettre le drapeau bleu blanc rouge sur des grands bâtiments, et beaucoup de gens qui ont exprimé leur solidarité. Et ça, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, et ça montre justement à Daesh et aux terroristes qu'ils n'ont pas gagné, puisque ça a encore plus ressoudé la communauté internationale. Vous imaginez les Anglais qui chantent la Marseillaise à Wembley, on n'a jamais vu ça, et c'est beau. Ouais, non, totalement. Et je pense qu'aussi, il faut les remercier tout simplement de nous avoir soutenus et d'apporter notre soutien en ces temps difficiles. Il faut savoir que ce genre de choses continue même ce week-end. Je pense par exemple à la Première Ligue, qui va diffuser l'hymne national sur toutes les rencontres. Donc ça a eu le cas là, tout à l'heure, je crois, c'était en Angleterre en Première Ligue contre City là. Donc il y a eu l'hymne national, et c'est aussi le cas en France, puisque sur tous les matchs de Ligue 1, tous les événements sportifs d'ailleurs. Tous les événements sportifs, tout ça, même si c'est pas forcément footballistique, il faut inviter à organiser un moment de recueillement. Je sais que sur le hand, il va y avoir une minute de silence qui est demandée à ce que ça soit fait dans tous les gymnases de France. Donc voilà. C'est très beau. Marc, si tu veux ajouter quelque chose, sinon on passe à la deuxième question, un peu plus polémique celle-là, c'est au vu des attentats, et déjà au mois de janvier, on a vu une première vague où la France avait dit qu'elle était en guerre, qu'elle allait renforcer la sécurité. Y a-t-il eu des dysfonctionnements dans la sécurité ? On parle de ça surtout au niveau européen, où on dit que parfois on n'a pas eu toutes les informations sur certaines personnes qui seraient rentrées en France et tout ça. Donc pour vous, est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements ? Aujourd'hui, je pense, étant donné les mesures qui ont été prises, que ça, on a bien retenu cette leçon, et qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises font que ça a été pris en compte. Mais est-ce que, à votre avis, il y a des choses qu'il faut améliorer dans notre sécurité
à l'avenir? Alors effectivement, Bernard Cazeneuve l'a évoqué et il n'était pas très content justement parce que on va dire que c'est le Maroc qui a signalé justement le roi du Maroc. Voilà, le roi du Maroc qui a signalé l'arrivée de, je sais plus, d'un terroriste dont je ne me rappelle plus exactement le nom, hein, en France notamment, qui s'est retranché sur Saint-Denis. Donc j'ai entendu dire normalement on devait mettre en place le PNR, donc c'est en fait un espèce d'une base de données qui recueille tous les passagers qui sortent et qui rentrent de l'espace Schengen. Donc il faut le mettre en place assez rapidement justement pour permettre un petit peu de voir quelles sont les personnes pour bien faire attention par rapport à certaines personnes, sachant que ce genre de choses existe déjà aux USA et que pour entrer aux USA il faut en plus comme un sort de visa d'entrée sur le territoire américain. Marc? Oui, je suis pas forcément d'accord. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se fait aux États-Unis que c'est un modèle à copier. Le PNR, effectivement, c'est ficher tout le monde, c'est savoir qui va où et quand. À titre personnel, je suis pas sûr que ce soit ça qui améliore la sécurité. Je pense que... Faudrait faire quoi du coup pour toi? Je pense qu'il faut mettre peut-être plus de moyens sur les renseignements. Il n'y a pas besoin de suivre toutes les personnes. Tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas un profil de terroriste. Et le PNR, c'est pour ficher tout le monde. Mais on peut déjà essayer, par exemple, sur les fiches S ou les choses comme ça, ou les gens qui sont vraiment dangereux, de mettre les moyens pour pouvoir vraiment les suivre et savoir où ils sont. Parce que tous les gens qui ont fait les attentats là étaient déjà fichés en fiche S ou autre chose. Donc ça veut dire que les renseignements font leur travail, on sait qui c'est. Ouais. Mais le problème qui manque aujourd'hui, c'est après le suivi et d'arriver à les empêcher de le faire. C'est pas forcément le PNR qui va répondre à ça. C'est pas forcément de suivre tout le monde qui va répondre à ça. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux avoir plus de moyens sur le renseignement plus traditionnel, en fait. Traditionnel, c'est infiltrer des groupes, c'est avoir des... Il y a James Bond qui est sorti il y a pas longtemps, mais c'est avoir des agents secrets, c'est en avoir plus, c'est avoir sans doute plus d'arabophones, que sais-je. C'est pas de... Moi, je pense pas que mettre des policiers partout à l'entrée des magasins, fouiller tout le monde à l'entrée des salles de concert, ce soit la bonne méthode. Je pense que le gouvernement ne peut pas s'abstenir de le faire pour rassurer les gens, mais à titre personnel, je pense que c'est pas ça qui va amener plus de sécurité, parce que c'est finalement pas les 2000 personnes qui vont dans une salle de concert qui sont les terroristes, donc c'est pas forcément eux qu'il faut fouiller. Alors c'est peut-être polémique ce que je dis, mais en même temps, on est là aussi pour débattre et dire ce qu'on pense. Ça va dans le même sens des lois qui ont été faites suite aux attentats du mois de janvier avec de nouvelles mesures de restriction. Alors, je suis sans doute totalement d'accord pour le fait pour les gens qui sont signalés, tu parlais des gens, les signalés S, que ceux-là, on puisse écouter leur portable, on puisse suivre leurs conversations, on puisse les traquer. Oui, d'accord, très bien. Après, on va pas non plus aller dans les aberrations que proposait Laurent Wauquiez, qui est de dire tous ces gens-là, on va les interner, parce que c'est juste pas réaliste. Ou alors on passe d'une démocratie à une dictature. C'est un choix de société à ce moment-là. Certes. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre les deux, justement, c'est-à-dire arriver à faire des choses efficaces tout en gardant bien sûr le système démocratique qui est en place aujourd'hui. Et juste pour appuyer... Et pour les gens par exemple qui parlent de fermer les frontières ou envoyer tous ces gens-là dans leur pays en leur supprimant la nationalité, ça non plus, tu penses que ce n'est pas les bonnes solutions? Non, pas vraiment. La nationalité, ça change quoi? Ça a un côté symbolique. Comme le disait, je crois, François Hollande au Congrès, éventuellement, on pourrait déchoir de la nationalité, mais que les binationaux, parce qu'autrement, on ferait des apatrides, ce qui n'est pas mieux. À la limite, je sais pas s'il y a une grande différence que ces assassins soient français, syriens, belges ou algériens. C'est pas ça le fait qu'il voulait dire, c'est qu'en fait, en les expulsant du territoire, selon certaines personnes, ils diraient ça limite les attentats puisqu'ils seraient plus sur le territoire français. Qu'est-ce qu'on cherche finalement? On cherche à se refermer sur nous-mêmes et à protéger la France, ou on cherche à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attentats de ces terroristes n'importe où dans le monde? Il y a d'autres versions, comme par exemple Madame Toubira qui dit qu'elle préfère les avoir dans nos prisons et les surveiller que les laisser dans la nature en Syrie. C'est une autre version aussi qui rejoint la version Jean-Marie Le Pen, il faut les décapiter, remettons la peine de mort. Je ne suis pas d'accord. Bien sûr. Ernestine, là-dessus. Ouais, du coup, il faut effectivement trouver un juste milieu. Je sais qu'il y a une loi sur le renseignement qui est sortie là-dessus, et peut-être pourquoi pas un petit peu la revoir, l'améliorer, justement pour permettre de trouver une
enfin, je vais pas dire une balance, mais voilà, vraiment un moyen de trouver. Une autre solution, c'est au niveau européen, peut-être qu'il faudrait une meilleure coordination entre les services de renseignement de tous les pays. Ouais, totalement. C'est ça qui a manqué aussi. Et là, ça demande pas plus de sécurité ou quoi que ce soit, c'est juste que entre eux, ils coordonnent mieux sur telle personne dangereuse est passée là ou là. Parce qu'apparemment, c'est ce qui a été reproché à la Belgique ou à d'autres pays qui n'ont pas donné les informations. Totalement. On ne savait pas que, j'ai oublié le nom là du cerveau des attentats, qui était sur le territoire français, alors qu'on pensait qu'il était en Syrie. Et ça, c'est parce que, en fait, certains pays européens n'ont pas fait leur travail de renseignement. Ouais, d'autant plus que c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a réclamé, et donc, effectivement, j'espère que ce sera, mieux appliqué. Voilà. Certains pays européens n'ont pas fait leur travail de renseignement. Ouais, d'autant plus que c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a réclamé, et donc, effectivement, j'espère que ce sera, mieux appliqué. Voilà. De toute façon, on voit bien que généralement, il y a des défaillances dans le système pour qu'à un moment donné, les attentats réussissent, puisqu'on imagine aussi qu'il y en a beaucoup qui sont déjoués. Juste pour revenir sur ce que disait Ernestine, faut arrêter de faire des lois et faire des lois à nouveau. Là, je m'appuie sur ce que disait Marc Trévidic, qui est à peu près le meilleur connaisseur du sujet. Les lois, on les a. Il faut juste d'abord les appliquer et puis ensuite mettre les moyens là où ils sont nécessaires. En parlant de... Oui, Ernestine, pardon. Ouais, juste pour ajouter, je sais qu'il va y avoir un renforcement des contrôles au niveau de la frontière, on va dire frontière, quand je dis frontière, c'est vraiment espace Schengen, parce que là, faut pas non plus toucher trop à l'espace Schengen, mais je sais qu'il va y avoir un renforcement sur la frontière extérieure, donc c'est-à-dire tous ceux qui veulent rentrer ou veulent sortir de l'espace Schengen, il y aura un contrôle plus accru. Par exemple, je prends un meilleur exemple, qui est déjà assez suffisamment fort, je pense, je crois, c'est par exemple le contrôle aux frontières entre la France et l'Angleterre. On sait déjà qu'il y a énormément de moyens qui sont mis, que ce soit sur Gare du Nord, par exemple, pour le train, ou pour les ferries ou le shuttle. Il y a l'obligation de descendre et donc de passer, de se faire contrôler avec nos pièces d'identité. Donc ce genre de choses et qui risque d'être renforcé, par exemple, incessamment sous peu. Tu parlais de moyens à mettre en place. Alors, est-ce que selon vous, la réponse de la France avec l'intensification des frappes sur Raqqa et sur la Syrie, l'alliance avec la Russie, est-ce que pour vous ça répond à comment éradiquer Daesh de la meilleure des façons? C'est peut-être sur son propre terrain, en allant faire des frappes et au sol, ou pas du tout selon vous? Ouais, par rapport à cette question-là, les frappes ayant commencé même pas 48 heures après les attentats. Alors après, c'est plutôt stratégique ce que je vais dire, mais au niveau des frappes, bon, peut-être est-ce que c'est la meilleure réponse par rapport justement aux attentats? Je sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais effectivement, il faut aller toucher là où vraiment Daesh se fait, là où elle arrive à un petit peu entre guillemets exister, je pense, au niveau économique. Donc je sais qu'ils ont détruit des camions de là où ils ont plein de pétrole, etc. C'est avec ça qu'ils gagnent apparemment beaucoup d'argent, et aussi quelques terroristes, faut dire les mots tels qu'ils sont, qui sont morts puisqu'ils ont frappé pas loin justement des centres d'entraînement, des centres de base. Marc? Oui, il faut sans doute continuer les frappes aériennes, mais pas seulement. Ce qu'il faut, c'est détruire Daesh, et détruire Daesh par le côté financier. Alors après, là, ça semble compliqué, parce que, comme le disait Ernestine, il récupère pas mal d'argent à partir de puits de pétrole. Ce pétrole, en partie. Ce pétrole, le pistage de ce pétrole est assez compliqué. On se rend compte que finalement, c'est apparemment l'Arabie Saoudite qui le rachète. Arabie Saoudite avec laquelle on garde des liens économiques très forts. Il y a le Qatar. Toi qui es un fan du PSG, le Qatar, il est très impliqué aussi. Et comme c'est sans doute tabou d'aller creuser de ce côté-là, pas sûr qu'on arrive à décapiter totalement Daesh. Ce qui est pourtant l'objectif. Il y en a qui parlent d'intervention au sol, mais est-ce que la France a les moyens de le faire? Parce que intervention au sol, ça demande beaucoup de force, parce qu'il faut au moins le quadruple de force par rapport à eux pour les éradiquer. Ça va être très compliqué. Déjà qu'on sait que il y a beaucoup de militaires qui sont déployés pour sécuriser dans Paris et partout en France. C'est sans doute anecdotique, mais les troupes au sol, c'est aussi ces gens-là. Mais après, s'il y a des troupes au sol, ce sera pas tout seul. Ça sera avec d'autres pays de la coalition. Pas sûr qu'il y ait d'autres pays qui veulent s'engager. La Russie, oui, je pense. Les États-Unis, c'est pas sûr. Mais de toute façon, là, on a remarqué qu'il y a un tournant
on va dire, l'aspect guerre et stratégie, parce que la France était plutôt entre les deux sur la ligne on veut éradiquer Daesh, mais Bachar el-Assad n'est pas la solution. La Russie qui voulait soutenir plutôt Bachar el-Assad pour intervenir, et les États-Unis qui, eux, étaient vraiment dans la position la plus attentiste, on va dire, de juste frapper, faire des frappes aériennes. Et là, la position a un peu évolué, la France et la Russie se sont rapprochées. Les États-Unis semblent plutôt suivre, mais ça reste à voir ce qui va se passer par la suite. Mais c'est vrai qu'une des réponses à apporter pour stopper ces attentats à l'extérieur, c'est éradiquer Daesh sur son territoire. Et après, les forces de renseignement à l'intérieur font leur travail, et il faudra essayer d'améliorer les choses, comme tu dis, en donnant plus de moyens, peut-être même plus de forces de police de proximité, des choses comme ça qui ont été supprimées il y a quelques années. Ouais, ils ont annoncé une augmentation des recrutements. C'est ça. Exactement. Tout à fait. Mais après, c'est pareil, hein, c'est des effets d'annonce. Certes, il y aura sans doute des recrutements, mais si on recrute des ab initio, ils seront efficaces et compétents dans 1, 2 ou 3 ans. Donc, on va pas c'est ça, il faut, je suis pas sûr que les gens prennent toujours conscience qu'entre l'annonce qui est faite et qui est nécessaire, politique, et la mise en place avec l'efficacité attendue. D'ici 2 ans, il l'a dit, de toute façon, le président. Entre maintenant et 2 ans, il y aura le nombre, mais ça va pas se faire demain, mais sur la période, il y en aura de plus en plus. C'est ce qui a été annoncé, hein, il me semble. D'ici 2 ans, ça a été dit. Mais d'ici 2 ans, ça veut pas dire dans 2 ans, ça veut dire entre maintenant et 2 ans. Mais le nombre maximal sera dans 2 ans. Oui, parce qu'effectivement, il faut du temps pour former les gens. Il faut qu'il y ait des volontaires, il faut les sélectionner. Alors même si j'ai entendu, je crois à Strasbourg, il y a quelques jours, que les volontaires pour intégrer l'armée étaient en hausse. Enfin, les gens qui venaient se renseigner pour la conscription étaient en forte hausse. Donc c'est comme quoi, des fois, il suffit de pas grand-chose pour déclencher des vocations. Cette fois-ci, il y a eu moins de messages de protestation par rapport aux attentats, plus que la dernière fois où certaines personnes ne voulaient pas faire une minute de silence ou s'identifier à ça. Malgré tout, il y en a eu quelques-uns. Et je tenais à rappeler aujourd'hui que il faut pas faire non plus de je vais pas dire d'amalgame parce que j'aime pas le mot et c'est pas forcément le cas entre la majorité des musulmans aujourd'hui qui veulent pratiquer leur culte dans la paix et les islamistes radicaux qui eux sont très dangereux et prônent un message qui n'est pas du tout celui de la majorité des musulmans dans notre pays. Donc il faut faire attention à cela. Ces gens-là, ils ont quand même dit dans leurs revendications sur l'attentat du Bataclan qu'ils avaient visé les centaines d'idolâtres dans les fêtes de la perversité. Exactement. Ouais. Et il faut rappeler aussi que parmi les victimes des attentats, il y a des musulmans. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, ils ont changé de stratégie en attaquant tout le monde. Comme tu l'avais dit tout à l'heure. C'est pas nouveau parce que Mohamed Merah, il avait aussi buté un militaire. Oui, exactement. Mais parce qu'il était dans l'armée française. Mais aujourd'hui, c'est vraiment leur message de dire que voilà, tous les mécréants pour eux passent aussi par les musulmans qui ne sont pas d'accord avec eux. Et il y en a, heureusement, il faut le dire, beaucoup. Voilà. Et c'est la majorité. Même pour dire, ces gens-là, ces méchants, ces monstres, n'appartiennent pas et n'appartiennent pas et faut vraiment pas confondre avec même toutes les religions ou religion par religion. Ils font partie d'aucune religion. Ils n'ont rien à voir. Marc, vas-y. Non, c'était pas une autre question, mais je sais pas si tu voulais qu'on en parle. Vas-y. Parmi les propositions suite aux événements, il y a la possibilité d'armer éventuellement les policiers municipaux ou de laisser les policiers en service garder leurs armes en dehors de leurs heures de service. Qu'est-ce que t'en penses justement ? Je suis dubitatif. Moi aussi. Pour les policiers municipaux, je pense que non, parce qu'il y a un problème de formation et de compétences. Là aussi, c'est pas le tout d'avoir une arme. Et après, ça me ferait étrange que dans une salle de spectacle, il citait le Bataclan dans lequel apparemment il y avait 2 policiers qui étaient à l'intérieur en tant que spectateurs. Ça voudrait dire qu'on rentrerait dans un magasin ou dans un musée ou dans une salle de spectacle, on se ferait fouiller, et les policiers, eux, ils pourraient passer avec leurs armes alors qu'il y a les détections, c'est étrange. Et si on n'est jamais à l'abri, il semblerait que de toute façon il y avait une recommandation qui disait qu'il fallait pas que les policiers gardent leurs armes de service quand ils sont pas en service. Ça c'est le cas. C'est le cas. Oui, mais il y a une proposition reprise par Hollande de leur laisser leurs armes en dehors de leur service. Mais est-ce que cela aurait vraiment changé quelque chose dans la salle de spectacle ? Parce que avec un pistolet face à des personnes surarmées, peut-être qu'il aurait pu le blesser, mais c'est même pas sûr. Et est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose ? Qu'un policier avec un pistolet, je pense pas qu'il puisse rivaliser des heures avec les 3 terroristes qui sont surarmés et avec des armes de guerre. Non, certes, mais on peut quand même noter que le gouvernement propose cette solution.
Tu veux dire quelque chose sur l'armement des policiers ? Alors c'est vrai que justement certains syndicats attendaient justement cette mesure qui jugent plutôt favorable, mais c'est vrai il faut prendre en compte deux paramètres de tout ce qui est formation et aussi du fait que voilà il peut risquer d'avoir des confusions entre ceux qui font fouiller effectivement à qui voilà même ne serait-ce qu'une paire de ciseaux ça passe pas trop dans un magasin ou même dans tout autre lieu public et un policier qui a son arme, bon après ça serait bien qu'il soit identifié tel quel même s'il est du coup hors service. Merci. Avant de passer à la suite, je voudrais aussi faire un hommage aux victimes des terroristes au Mali qui eux aussi ont été touchés par la barbarie. Il faut pas oublier qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a ces problèmes-là et lutter contre Daesh partout dans le monde. Merci. On passe maintenant au second sujet d'actualité du jour. La fusion de la liste PS républicain contre le Front National au régional. Valls a-t-il fait un bid ? Manuel Valls envisageait la possibilité de fusionner les listes socialistes et républicains au second tour des élections régionales, où le FN serait en tête au premier tour. Une idée qui ne passe pas très bien à droite ni à gauche, mais ravit le Front National. En évoquant mardi une possible fusion des listes, donc droite-gauche au second tour, notamment face à Marine Le Pen en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Manuel Valls a mécontenté l'ensemble de la classe politique. À droite, il dit que c'était François Fillon qui disait que la meilleure façon de faire monter le FN était de dire cela. Il dit il monte parce que les Français sont insatisfaits de leur vie quotidienne, il monte parce qu'il y a du chômage, il monte parce qu'il y a de l'insécurité. Et dire aux Français que face à cette situation, on va fusionner avec la majorité, avec le gouvernement et avec ceux qui gouvernent, donc on va maintenir la même politique qu'avant. C'est la meilleure façon de faire monter le Front National, selon Monsieur Fillon. À gauche, eux, ils disent que le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadis, dit qu'on n'a pas l'habitude de mettre son caleçon avant son pantalon. C'était une phrase assez drôle. Il dit « Je n'ai pas l'habitude donc de mettre mon caleçon avant mon pantalon, il faut faire les choses dans l'ordre. J'appelle l'ensemble des socialistes à se concentrer sur le premier tour, tous les socialistes. » Et Pierre de Saint-Aignan, le candidat tête de liste dans la région Nord Pas-de-Calais-Picardie, a demandé jeudi à Manuel Valls de cesser ces petites phrases qui nuisent à notre campagne. De grâce, laissons-nous travailler, laissons-nous agir auprès de nos concitoyens. À l'inverse, Marine Le Pen, elle affichait plutôt un visage réjoui en disant que l'UMPS est né dans la bouche de Manuel Valls et le sera dans les faits entre les deux tours en décembre, a dit la dirigeante frontiste sur France Bleu Nord. Je suis très heureuse, il y aura d'un côté les patriotes et de l'autre l'UMPS décomplexé. Alors, selon vous, est-ce que Manuel Valls a vraiment surpris avec cette déclaration ? A-t-il eu tort de dire cela aujourd'hui ? En tout cas, on voit que les candidats et que même dans son propre camp, les gens ne le suivent pas sur celle-ci. Ernestine. Alors, avant de répondre à ces questions, je précise que voilà, ce thème-là, a été évoqué bien avant les attentats pour qu'on soit un petit peu d'accord là-dessus. Oui, exactement. C'était avant, bien sûr, avant, les attentats. évidemment, ce qui s'est passé, parce que là, il y a quand même un tournant au niveau justement de. Voilà, je pense que vous avez bien parlé au niveau de la campagne. Je sais que la grande majorité des listes justement ont suspendu la campagne. Pour répondre à ces questions, de toute façon, à l'époque, quand j'ai appris ça aussi par voie de presse, effectivement je rejoins tous celles et ceux qui ont un avis défavorable là-dessus. Évidemment que c'est pas une très bonne idée, même pour faire simple, il y a clairement une différence en termes d'idées entre plus généralement la gauche et plus généralement la droite. Donc faire une fusion gauche-droite pour battre le FN, est-ce que franchement est-ce que c'est franchement une bonne idée? Moi en tout cas ça amène plus de confusion en plus. Voilà, en plus c'est tout simplement en plus de confusion, et puis ça nous met tous dans le même sac, et donc du coup après est-ce que ça va pas encore créer plus de méfiance vis-à-vis des électeurs? Donc justement c'est la question que je me pose. Marc? Je crois que la question essentielle, c'est une question de calendrier, en fait. Parce il en parle avant le premier tour, ce qui laisse entendre que finalement, il considère, dans certaines régions, que le premier tour est déjà passé et on est au deuxième, et que le premier tour est perdu. En tous les cas, pour les socialistes. C'est pour ça que, quand Madeleine lui a dit de se concentrer d'abord sur le premier tour. C'est important. Oui. Il y a deux tours. Mais il n'empêche, il est Premier ministre, donc il a une certaine, sa parole est légitime, mais il y a pas, donc c'est intéressant qu'on essaye de décrypter ce qu'il a voulu dire ou voulu faire. Après. Manuel Valls, sur ce sujet-là du Front National, il semble mouiller la chemise.
il veut vraiment qu'on fasse le maximum pour ne pas avoir de région aux mains du Front National. Est-ce qu'il en fait trop, justement ? Mais il dramatise beaucoup la situation. Ouais. C'est sans doute une stratégie politique. On verra dans quelques semaines si elle était payante ou pas. Hein. Puis, alors, les choses peuvent évoluer très vite parce que là, on ne sait pas encore comment les attentats vont être intégrés à ce qui s'est passé. Il y a eu un premier sondage quelques jours après qui, là, pour le coup, ne dit absolument rien puisque, en fonction des indices de confiance et des marges d'erreur, il y a 1% on a le d'écart, FN à 27, le PS à 26 et les Républicains à 25. Très, très Ce qui ne veut donc absolument rien dire, surtout pour des élections régionales quand on fait un sondage au niveau national. Le seul truc que ça change, c'est que ça montre un resserrement total de l'ensemble des listes parce qu'avant, il y avait 10 points d'écart entre le FN et le Parti Socialiste. Et aujourd'hui, cela est réduit à 1%. Mais comme tu dis, ça ne veut absolument rien dire. En gros, on sait pas. Ce qui est sûr, en tous les cas avant les attentats, c'est que le FN, il est en position potentielle de gagner, je crois, dans 3 régions. C'est toujours le cas avant, d'ailleurs. Voilà. Donc, à partir de là, Manuel Valls, il prend la stratégie qui est de dire aux Français, attention, danger. Et si vraiment le raz-de-marée arrive, la solution que je vous propose, c'est la fusion des listes PS, les Républicains. Comme je disais en introduction, en termes de calendrier, c'est peut-être pas le bon moment de se poser la question. En même temps, le calendrier donnera juste 5 jours pour le faire, puisque les 2 tours sont à 1 semaine d'intervalle. Donc faire l'autruche n'est peut-être pas non plus la bonne solution. Après, est-ce qu'il fallait y réfléchir et ne pas le médiatiser ? Je sais pas. Ernestine ? Après, il faut effectivement faudra faire le point entre les 2 tours, encore une fois, en fonction des régions, en fonction aussi des résultats des régions. Après, d'autre part, faut pas non plus dramatiser la chose. Le premier tour n'est pas encore passé. Il faut quelque part garder l'espoir. Enfin, pour ceux qui sont plutôt, qui sont militants, etc. Faut nous laisser un peu garder l'espoir pour essayer d'aller. Après, ça va être difficile, c'est sûr, après ce qui s'est passé, mais au moins dire aux gens d'aller voter, tout simplement. Après, ça dépend, parce que des événements comme les attentats, on ne sait pas exactement comment ils peuvent jouer, mais ils peuvent jouer aussi en faveur du gouvernement. C'est très compliqué de décrypter un message comme ça, parce que dans le passé, quand il y a eu des événements comme ça, parfois ça avait joué contre ou pour les gouvernements précédents. Parce que les attentats, a priori, ils ont visé la France, ils n'ont pas visé la gauche au pouvoir. D'autant plus que généralement il y a une union nationale sur le côté on part en guerre, on va faire des frappes et tout ça. C'est pas là-dessus qu'il y a les polémiques. Les polémiques, elles sont sur les mesures économiques, les mesures sociales. Donc c'est compliqué de dire quelles seront. Parce qu'on pourrait aussi dire que la stabilité, donc même si là c'est des élections régionales, hein, on n'est pas au même niveau. On peut aussi se dire parfois que garder une certaine stabilité dans des événements douloureux et tragiques comme cela, ça peut être bien perçu, donc difficile de dire. Et là, du coup, il y a un nouveau paramètre qui rentre en jeu, comme tu as dit, bien sûr, les prérogatives de la région. Mais même si ça n'a rien à voir avec la région, les gens auront forcément en tête les attentats et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sanctionne le gouvernement ou pas ? On se rappelle l'élection entre Sarkozy et Ségolène Royal, quand il y avait le monsieur assez âgé qui s'était fait blesser, je sais plus où c'était, dans le centre de la France. Ça avait beaucoup joué, ça avait a priori fait basculer aussi. Exactement. Donc affaire à suivre là-dessus, mais tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens aujourd'hui de lutter contre le FN que de proposer une fusion des listes ? Alors, dans le message de Manuel Valls, à 10 jours des élections, une stratégie qui, selon moi, en fait, je vois pas trop en disant ce message chez lui. Ça semble assez flou sa stratégie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là comme stratégie ? Je pense qu'il doit d'abord essayer certes, il a un ton ferme, mais c'est un des seuls à gauche, au PS dans le gouvernement qui tape sur le Front National. Mais est-ce qu'il peut le faire avec une stratégie différente que celle-là ? Ouais, donc après, moi, je dirais peut-être démasquer, mais c'est un peu compliqué parce on essaye. Ce qui est difficile, hein, même quand on essaye de le démasquer en public, hein, à travers les médias, c'est pas évident. Derrière, il y a toujours des gens qui contre-attaquent, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une stratégie qui est pas, voilà. Il me semble qu'en fait, avec ce message, il se pose en Premier ministre et en gros, je suis l'homme qui défend la République. Donc, c'est-à-dire tous les partis qui défendent la République face au Front National. Et c'est à mon avis, en voulant faire une fusion, il veut montrer que lui défend pas son propre parti ou son camp, mais l'ensemble de la République française. Marc ? Pour faire baisser le Front National, alors là on est à 15 jours, 3 semaines des élections, donc il
y a rien à faire quasiment. Oui. Mais oui, il y a des solutions. Il faut lutter contre le chômage, pas forcément lutter contre l'insécurité, parce qu'en fait, quand on regarde les études poussées sur la géographie et la sociologie des votants du Front National, on se rend compte que c'est pas forcément là où il y a le plus d'immigrés que ça vote le plus Front National. Ça vote plus maintenant dans le périurbain que dans l'urbain pour le Front National. L'évolution est assez drôle dans les 30 dernières années. La première fois où le FN a été dans des élections, c'est à Paris qui faisait ses meilleurs scores. Depuis à Paris, il n'y a plus de FN. Quasiment. Mais mais c'est dérisoire par rapport au score qu'on peut avoir 9%. dans l'Oise ou dans la périphérie. Quoi qui progresse aussi à Paris, attention. Parce que là, en fait, ça dépend des élections. Ce que tu disais comme message était vrai il y a encore quelques années sur le fait que les endroits qui votaient le plus Front National sont ceux où il y avait le moins d'immigrés, donc ce qui était assez paradoxal. Malgré tout, depuis 1 ou 2 ans, on remarque que ça commence à s'effriter un peu. Et qu'il y a de plus en plus de gens qui, dans les quartiers, même en Seine-Saint-Denis, le Front National monte. Donc ça peut poser question par contre, et ça c'est inquiétant. Oui, mais la Seine-Saint-Denis, c'est pas Paris, c'est le périurbain. Même à Paris. À Paris, il y a 2 élections, il était à 7%, là il est déjà à 12%. Donc il y a aussi le Front National monte aussi à Paris. Oui, mais il est beaucoup plus bas qu'il y a 30 ans à Paris. Certes, mais beaucoup plus haut qu'il y a 1 ou 2 ans. Ernestine ? Après, pour compléter, pour prendre sur l'échelle régionale, je prends par exemple l'Île-de-France, c'est vrai que sur les derniers sondages, cela montre qu'il y a quand même une évolution du FN, justement, la présence du FN à l'hémicycle. Vous imaginez s'il y a même, ce n'est qu'une petite partie de conseillers régionaux FN à l'Île-de-France, au conseil régional, donc ça change la donne, ça sera pas comme en 2010. Tout à fait. Quelque chose à ajouter sur cette question ? Non. Très bien. C'est la fin de notre première partie sur l'actualité importante du moment. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission. La seconde partie de l'équipe de l'info, le débat de la 7ème chaîne. De retour pour la seconde partie de notre émission, le débat de la 7ème chaîne. C'est le moment où nous allons débattre sur un sujet d'actualité qui pose question ou qui demande une analyse précise. Le débat du jour porte sur la politique de la ville, et notamment les banlieues, depuis maintenant l'anniversaire des 10 ans des émeutes qui ont lieu là-bas. Les faits. À quelques jours d'un scrutin régional à haut risque pour la gauche, et 10 ans après les violentes émeutes dans les banlieues en 2005, François Hollande s'est rendu à la Courneuve et en Seine-Saint-Denis pour tenter de renouer avec les quartiers populaires qui avaient massivement voté pour lui en 2012. François Hollande était venu recoller les morceaux. Il a été en partie hué par une foule agitée. Quelqu'un a dit « Le changement, c'est quand on vit dans la misère à la Courneuve », criait un homme à l'adresse du président, en visite il y a 2 semaines dans cette ville de Saint-Denis. Un accueil plutôt houleux qui illustre sa difficulté à reconquérir l'électorat populaire qui lui avait apporté un large soutien en 2012. Dans le département le plus pauvre de France, le candidat socialiste avait alors recueilli plus de 70% des suffrages au second tour dans 14 communes sur 40. Mais 3 ans après, c'est un sentiment de déception pour certains, de trahison pour d'autres, qui est le mot est un peu fort, qui prédomine en Seine-Saint-Denis. Avec une traduction concrète dans les urnes, désertées par ses électeurs au dernier scrutin, la ville de Bobigny était un bon exemple, par exemple, avec après plus de 90 ans de gestion communiste, la préfecture de Seine-Saint-Denis est passée à droite à la faveur d'une abstention de 49% au premier tour. En 2012, seuls 27% des inscrits ne s'étaient pas déplacés pour le second tour de la présidentielle, où Hollande avait recueilli 76% des voix. Certains disent 3 ans de retard sur le front de l'emploi et de l'éducation. La déception s'est également nourrie par l'abandon de promesses de campagne pour certaines personnes là-bas qui l'ont dit. Sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, il n'y a pas eu de débat, dit Mohamed Mechaman sur une télé. La lutte contre le contrôle au faciès aussi a été balayée d'un revers de main par le Premier ministre. Alors, selon vous, tirez-vous le même constat d'échec que les habitants de Seine-Saint-Denis sur la politique de la gauche? La gauche a-t-elle vraiment abandonné les banlieues? Et je tiens quand même à rappeler que c'est un sujet qui ne date pas du gouvernement actuel, mais qui date depuis une 30aine d'années sur le problème des banlieues et les politiques qui ont été mises en place qui, on peut dire, aujourd'hui, n'ont pas vraiment porté leur marque. On n'arrive pas à s'en sortir. Effectivement, c'est pas un problème de la gauche, puisque tu citais les émeutes de Clichy, dont on rappelle qu'elles faisaient suite à la mort de 2 jeunes, oui. Ziad et Bouna, qui avaient été poursuivis par des policiers et abattus dans un transformateur. Donc c'était en 2005, on est en 2015, ça fait pas 10 ans que c'est la gauche au pouvoir, mais non. Gauche comme droite, on n'arrive pas vraiment à s'en sortir. On fait parfois des plans, mais ils aboutissent pas vraiment. Il y a
Il y a un problème, il y a ce mur du périphérique en fait. Pour la région parisienne, on va peut-être plus se focaliser sur les banlieues de la région parisienne, puisque Clichy est en banlieue parisienne et qu'à la limite autour de la table on est en région parisienne, donc on connaît peut-être mieux cette géographie-là. Mais au-delà du périphérique, alors pas partout, surtout au nord et à l'est. À l'ouest, c'est pas le même cas. Mais dans le 80, dans les périphéries plus éloignées, c'est un peu différent aussi. Tout à fait. Mais dans le 93, en tous les cas, on passe le périphérique et il y a un seuil, un saut très fort vers la pauvreté, la misère sociale, les problèmes d'habitat, les problèmes d'accessibilité, le problème des transports. On voit que pour aller d'une ville de banlieue à une autre ville de banlieue qui sont distantes de 10 km, il va falloir 1 heure en transport en commun. Et là-bas, la plupart du temps, les gens n'ont pas forcément l'autonomie pour avoir une voiture. Enfin, quand je dis l'autonomie, c'est les moyens financiers d'avoir une voiture. Donc c'est un souci. C'est aussi dans ces banlieues qu'on a un fort contraste entre, d'une part, les gens les plus faibles ou les plus miséreux, et ceux qui s'en sortent, qui, pour certains d'entre eux, et j'insiste, certains, c'est pas tous, ils vont s'en sortir par l'économie parallèle de la drogue, et ça, on n'y arrive pas. Alors, il y a sans doute plusieurs explications. La politique est peut-être pas la bonne. Il y a aussi, et ça on l'avait bien vu en 2005 avec les émeutes à Clichy, il y a un problème entre la jeunesse et la police. Tu citais les contrôles aux faciès. Ils sont récurrents. Et en plus, on a abandonné la police de proximité qui existait à une époque. Qui a été supprimée, on le rappelle, par le gouvernement de M. Nicolas Sarkozy, quand la droite était au pouvoir. Le problème, ça reste la paupérisation, le taux de chômage des jeunes. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a des jeunes en banlieue qui s'en sortent. Et généralement, ceux qui s'en sortent, ils finissent par quitter la banlieue, en fait. Avant de donner la parole, on rappelle que donc Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre, mais aussi le plus jeune de France. C'est important de le rappeler. Ernestine, toi qui habites justement dans la région parisienne, je pense que tu connais bien le sujet. Donc qu'est-ce que tu voulais dire sur la question, sur ce sujet et sur la question de pourquoi les gouvernements ont-ils échoué et n'apportent pas de solutions qui sont durables dans les yeux de ces populations? Justement, pour contextualiser, effectivement, j'habite dans un quartier en fait qui est en zone urbaine et sensible, justement parce que quand j'étais plus jeune, il y a eu quelques difficultés aussi, des jeunes, voilà, en gros des jeunes, pardonnez-moi, des personnes qui faisaient un peu la misère dans le quartier, et c'est aussi là où malheureusement notre taux, en tout cas dans mon quartier, je sais que le taux de chômage est assez élevé, comme au niveau national, par exemple, par rapport, selon justement l'Observatoire des inégalités en 2013, en termes de taux de chômage, je prends juste les 15 à 4 ans, on est plus de 40% justement qui sont au chômage, alors que si tu n'habites pas en ZUS, on dépasse à peine les 20%, donc ce qui prouve effectivement qu'il y a un problème effectivement en termes d'emploi. C'est pourquoi notamment peut-être même un problème de relation entre nous les jeunes et les institutions en général. Je pense les missions locales qui normalement doivent intervenir aussi pour donner un coup de main, éventuellement les associations de prévention aussi, et même aussi le côté peut-être au niveau la façon d'éduquer, en fait, au niveau éducation nationale, peut-être de la façon d'inculquer quelque part une certaine culture générale. Et effectivement, s'il y a des inégalités entre les personnes en termes d'éducation, malheureusement, il y en a certains qui habitent effectivement comme moi, il y en a certains qui vont réussir et qui du coup vont vouloir ou même quittent la banlieue, et d'autres ils peuvent pas faire autrement tout simplement parce que t'as forcément pas les moyens pour vivre, les moyens d'être autonome, et donc du coup tu restes dans les quartiers. Marc, ce qui se passe souvent en banlieue, si on reste sur les jeunes, c'est tous les stéréotypes qui sont attachés aux gens qui viennent de la banlieue. On le voit dans certaines études, notamment pour les jeunes en recherche d'emploi. Des fois, ils sont écartés. Alors ça, on le voit en faisant des études avec différents CV qu'on anonymise. Ils sont écartés simplement par leur adresse. C'est-à-dire que eux sont victimes d'une ségrégation à l'embauche. Par exemple, sur ça, c'est-à-dire que si certains patrons voient une adresse dans une cité, ils vont écarter le CV avant même de s'intéresser à la compétence et à la formation, voire aux expériences des gens. Et ça, c'est terrible. Et ça fait des années, je pense que tout le monde est conscient du problème. Il y a eu quelques
quelques pistes, mais à ma connaissance, ça n'aboutit jamais. Par exemple, le CV anonyme qui a été mis en place, est-ce qu'il est vraiment efficace? Parce qu'aujourd'hui, le CV anonyme, certes, c'était une bonne mesure, je pense, parce que mais est-ce que ça a vraiment marché? Et d'autres, tu parlais des transports. Là, avec le Grand Paris, on va avoir, soi-disant, des transports qui vont pouvoir relier les banlieues entre elles, mais le problème, c'est que ça prend des années à faire et que ça sera pas mis en place avant 10-20 ans. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, 10-20 ans, c'est énorme. Et pour ces populations-là, il faut des mesures rapides. Puisque il y a un bassin d'emploi très fort qui est lié au 93, c'est l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Mais l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sur un aéroport, souvent on travaille avec des horaires décalés. C'est-à-dire qu'on peut commencer à travailler à 5h ou 6h du matin. Si on n'a pas de voiture, quand on est à certains endroits, on peut pas y aller. C'est-à-dire que même si on se fait embaucher, on va pas y arriver. Donc là, c'est vrai qu'il faudrait sans doute mettre plus de moyens, parce que un gouvernement qui essaye d'aider les plus pauvres, il met le maximum de moyens sur ceux qui en ont le plus besoin. Mais on sait très bien qu'en pratique, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ernestine. Non, c'est totalement ça, hein. Sur la question des transports, il y a pas photo, hein. Tu as totalement raison là-dessus, et c'est pour ça, quand je dis quand un jeune n'a pas de mobilité, du coup, il reste enfermé chez lui dans sa cité, ou même pire, hein, malheureusement, voilà, je l'ai évoqué au début de mes propos, hein, le fait, qu'ils se sentent un petit peu oubliés, etc., etc. Après, il y a d'autres possibilités, comme je l'ai dit, il y a des institutions locales qui sont normalement là pour aider et donner un coup de main. Et il faudrait que tout le monde joue le jeu, hein, tout simplement, hein, que ce soit l'émission locale, les entreprises du coin. Moi, pour prendre mon cas, je sais que nous, à côté, on a le Sénart, et le bassin, et notamment la zone Carré Sénart. Sur la gauche, on a, à la limite, effectivement, Orly, mais c'est le même problème que Roissy, hein. C'est simple, hein, pour aller du Val-d'Hier, jusqu'à Orly, on ne peut pas faire en moins d'une heure, honnêtement. Donc et quand effectivement on doit commencer tôt le matin, pareil, même problème, on est bloqué. Et éventuellement il y a un troisième bassin d'emploi qui est la capitale de l'Essonne, Évry-Centre-Essonne et les alentours. Et si effectivement les entreprises ne sont si les entreprises arrêtent de nous discriminer tout simplement en prenant des jeunes qui ont des talents, faut pas oublier que nos quartiers ont quand même des talents, là je pense que ça va changer la situation et changer la donne, je pense, au niveau de notre vie et de nos vies personnelles. Il y a un problème, c'est l'image de la banlieue, les clichés qu'on véhicule tous. Voilà. J'ai essayé de le résumer en quelques mots. La banlieue, c'est violence, immigration, trafic, échec, chômage. Il y a Là, tu parles des clichés, on dit. C'est pas forcément ta position. Non, c'est l'image. Quand on dit le mot banlieue, si vous faites le test et vous demandez à quelqu'un, si vous lui dites, les psychologues et psychanalystes font souvent ce genre d'épreuves. On donne un mot et associer les 4, 5, 6 mots qui vous viennent. Eh ben, je pense que les 5 mots que je viens de citer, ils seraient très fréquemment cités, et pas que par les électeurs du Front National. C'est bien ça qui est dramatique. Et je dis bien les clichés auxquels sans doute moi aussi que je contribue moi aussi à véhiculer, malgré moi, parce que c'est pas totalement l'image de la banlieue que j'ai. C'est pour ça que j'essaye de beaucoup lire sur la banlieue, et je disais tout à l'heure, il y a aussi des réussites. Et Ernestine parlait des talents dans les cités. Oui. Après, il faut pas non plus se voiler la face. Il y a aussi du trafic de drogue en banlieue. Bah, oui. Il y a aussi des Kalachnikov qui sont stockés en banlieue. Oui, malheureusement. Mais est-ce que de faire des promesses comme le droit de vote pour les étrangers ou le contrôle aux faciès et de pas les appliquer, ça contribue aussi encore plus à cette déception entre guillemets et ce qui amène à l'abstention pour les élections. Ça, pour le coup, les promesses qu'on tient pas, c'est pas que dans les banlieues que ça fait de la déception. Oui, ça c'est plutôt au niveau national, effectivement. Mais par exemple, ce sujet-là sur quelle solution pour les banlieues, ça sera aussi un thème des élections régionales, forcément. Puisque la région a quand même un rôle important à jouer au niveau local dans ces quartiers, dans ces cités et dans ces villes. Tu vois, on pourrait prendre un exemple, comme quand on met souvent la banlieue de côté. La COP21 dont parlait Ernestine tout à l'heure, elle se passe pas à Paris, elle se passe au Bourget. Et pourtant, on parle de la COP21 de Paris. Oui, exactement. Alors que justement, c'est une bonne chose, je trouve d'ailleurs, qu'elle soit pas dans Paris même, mais dans sa région et c'est vrai qu'on dit Paris. Malgré nous, on dit tous Paris. Ouais, alors faut pas, hein, d'ailleurs la preuve, hein, dans les métros, les lignes de métro RER concernées, depuis quelque temps, il y a un logo
COP21 qui a été apposée sur les stations à laquelle où il faut descendre. Et il faut forcer de constater, ce n'est pas à Paris. Voilà. Ils sont tout en banlieue. Voilà. En bout de ligne, en fait. Quasiment en bout de ligne sur la 7, sur RRB, mais on aura l'occasion d'en reparler bientôt, puisque c'est dans pas longtemps la COP21 et qu'il y aura moyen quand même de participer et de contribuer. Et donc, on disait tout à l'heure que c'est un problème qui date pas d'hier, malheureusement, mais qui a au moins 30 ans. Depuis la décision... Un des premiers ministres de la ville, c'était Bernard Tapie sous Mitterrand. Exactement. Et la décision qui avait été faite, c'était de mettre toutes ces populations au même endroit dans des tours. Ça, c'est dans les années 50-60. Dans les années 50-60. Puis après, l'urbanisme, on y est revenu, puisqu'il y a eu des destructions de grandes barres, aussi bien en région parisienne que au Mais il y a toujours la majorité de ces populations dans ces endroits-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait justement essayer de trouver d'autres modèles, d'autres solutions, de mélanger ces populations avec d'autres populations? Peut-être que ça améliorerait les choses. On a une loi disant qu'on doit avoir 20 ou 30% de logements sociaux dans les grandes villes. Ça, c'est très bien. Oui, mais c'est pas appliqué. À Neuilly, c'est pas du tout appliqué. Ils préfèrent payer les taxes. Donc, même s'il faut rappeler que depuis peu, les amendes vont être beaucoup plus sévères. Ça changera rien. Il y a une petite amélioration. Petite, mais en même temps, si c'est pour que dans Neuilly, c'est un exemple Paris, par exemple, lui, a respecté le seuil des 20% qui lui était demandé. Oui, mais pas forcément dans tous les arrondissements. Mais il y a de plus en plus de logements sociaux. Justement, la mairie actuelle impose des logements sociaux dans le 16e arrondissement. Certes, l'écart est encore énorme avec les autres, mais il y a des villes qui jouent le jeu en justement essayant de faire la mixité et mélanger les logements sociaux, et d'autres qui le font pas du tout. Et c'est vrai que même s'il y a eu des améliorations sur les amendes, peut-être qu'il faut être beaucoup plus sévère avec les subventions notamment qu'on donne à ces villes. Mais tu as raison, ce qu'il faut, la mixité, a priori, un effet positif, mais il la faut aussi dans l'éducation, il la faut aussi à tous les niveaux. Ernestine, là-dessus. Autre idée qui est déjà appliquée sur le cas, notamment sur les quartiers où malheureusement elles existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ben ceux-là, on leur a appliqué grâce justement à l'ANRU des programmes de réhabilitation. Je sais que le mien a été réhabilité pendant quelques années sur 2007 et ça jusqu'à 2010-2011 où les apparts ont été refaits. On a resécurisé le quartier. Ça c'est aussi quelque chose qui a beaucoup résonné chez moi. Et maintenant, du coup, le quartier est ouvert sur la ville et ça c'est important. C'est un énorme changement. Je me souviens encore quand j'étais petite où on se sentait vraiment quelque part enfermé. Là maintenant, il est ouvert sur la ville avec des routes, etc. Donc c'est ce qu'ils ont voulu faire aussi. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, depuis 10 ans là, t'as vu quand même des améliorations? Même s'il y a un chantier encore énorme, est-ce qu'il y a quand même eu des choses qui vont changer en positif pour essayer de donner un message positif aussi sur les banlieues? Alors après, personnellement, c'est vrai que c'est compliqué à dire c'est vrai que les choses n'ont pas vraiment forcément évolué pour moi. Moi, je pense beaucoup à ces personnes-là qui traînent en fait en bas de chez soi et qui n'arrivent pas à trouver un boulot. Après, je sais qu'il faut pas oublier qu'il y a eu des évolutions et beaucoup de choses qui ont été faites sur les 10 ans. Je sais qu'il y a eu des emplois d'avenir qui justement concernent les jeunes qui n'ont pas de diplôme, mais qui concerne aussi les jeunes, là pour vous dire les jeunes, les moins de 25 ans qui habitent dans les quartiers sensibles, les ZUS notamment, ceux-là font partie du programme, sont même prioritaires. Donc ça peut aller d'ailleurs jusqu'à Bac+3. Justement, je fais partie grâce à ce dispositif, c'est comme ça que je suis arrivé aussi parce que j'ai la chance de pouvoir travailler. Marc, quelque chose à ajouter? Oui, en conclusion, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire puisque on se rend compte, quand on interroge des banlieusards, certains, autour de la région parisienne, qui peuvent habiter à 15 km du centre de Paris, il y a encore plein de gens qui ne sont jamais rentrés dans Paris. Pour qui c'est aussi étrange qu'éventuellement pour moi aller à Tokyo ou à Bogota. Et alors qu'ils sont à une demi-heure de transport. Et c'est... Enfin, j'en ai conscience et pourtant ça me paraît ahurissant parce que moi j'habite dans Paris et me dire qu'il y a des gens qui habitent à 15 km et qui ne sont jamais venus parce qu'ils en ont peur aussi, parce que pour eux Paris c'est la ville des riches alors que eux sont dans la pauvreté, alors que dans Paris il y a aussi des quartiers relativement... Il y a aussi des écoles prioritaires à Paris, enfin il n'y a pas que des beaux quartiers dans Paris, mais il y a quand même tout un mythe symbologique où quand on est à l'extérieur, on peut aussi avoir
peur de Paris. Très bien. C'est déjà la fin de notre seconde partie. Merci à vous, chers chroniqueurs, pour vos analyses sur ce débat des banlieues, un débat vaste. Et comme on l'a dit, un chantier encore très important. Beaucoup de choses sont encore à faire. On se retrouve tout de suite après la pause pour la troisième et dernière partie de notre émission. Troisième partie de l'équipe de l'info, la tribune de la 7ème chaîne. De retour pour la troisième partie de notre émission, la tribune. C'est le moment libre de l'émission, le moment où les chroniqueurs se lâchent. Une citation, une phrase, un fait que vous avez aimé ou pas aimé, c'est le moment de le dire. Marc, quelle est ton humeur du jour? Enjouée, heureuse, énervée, chafouine, offusquée, scandalisée? Comme d'habitude, je vais trouver des qualificatifs différents. On va dire grave et résistante, en lien avec ce qu'on avait vu en début d'émission. J'enchaîne directement sur les coups de cœur, coups de gueule. Vas-y. Alors il se trouve que je vais en avoir deux dont je ne sais pas dire ni pour l'un ni pour l'autre si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. Souvent. En fait, les deux sont mêlés. Petit préambule pour dire que dans la situation dans laquelle on est, pour résister, la culture me semble primordiale. C'est un symbole qu'ils ont voulu toucher et qui restera toujours Alors, le premier élément, c'était suite aux attentats. Donc le dimanche, j'étais pas loin de la place de la République. En fin d'après-midi, j'avais fait une sorte de commémoration autour de... Pèlerinage, commémoration. On pourrait dire pèlerinage, autour du Bataclan, enfin, dans ces lieux-là. Et puis, fin d'après-midi, donc, il commençait à faire nuit, et j'étais rentré dans une librairie du boulevard du Temple. J'étais à l'intérieur de la librairie, je regardais des bouquins, et tout d'un coup, des gens sont arrivés en courant, en criant. C'était en fait le mouvement de foule qui se plaçait place de la République. Et alors, pourquoi j'en parle en tant que coup de cœur? C'est donc que les 5-6 jeunes se sont précipités, très essoufflés, rentrant dans la librairie, criant qu'il y avait des attentats rue des Rosiers, enfin, toutes ces rumeurs qui étaient en train de partir. Et en fait, mon coup de cœur hommage, il est à la libraire, en fait, qui a eu un comportement absolument merveilleux. Elle était très posée, très calme, elle a fait rentrer les gens, elle est restée très calme, malgré ce qui se passait. Elle a baissé son rideau de fer, elle a réconforté les gens qui étaient arrivés, elle a demandé à un client qui était à l'intérieur s'il pouvait regarder sur son portable s'il y avait l'AFP ou une chaîne de radio ou de télé qui disait quelque chose. Et il me semblait que son attitude était totalement celle qu'il fallait avoir, de résistance, de calme. C'est-à-dire qu'elle avait ouvert son magasin le dimanche, un lieu de culture, hein, puisque c'est une librairie, et face à la peur des gens, parce que vraiment, moi j'ai vu un jeune rentrer transpirant et ayant très très peur, elle a eu l'attitude qu'il fallait, c'est-à-dire rester calme et ferme, et puis protéger les gens et les accueillir aussi. Elle aurait pu simplement leur dire c'est peut-être des émeutiers, je les fais pas rentrer. Ben non, elle était dans cette solidarité. Donc elle a montré qu'il fallait pas céder à la psychose contrairement à eux, mais bon, après ça peut se comprendre aussi quand les gens courent forcément. Mais ça s'appelle les héros de l'ordinaire, du quotidien, tous ces gens-là qui participent à l'élan national qui fait qu'aujourd'hui on résiste. Voilà. Mon deuxième coup de cœur, coup de gueule, il est lié à Daesh. Bon, Daesh, on en a longuement parlé dans la première partie avec les attentats à Paris. Mais Daesh, ils visent aussi, parfois, ils font des ravages culturels. Et ça a eu lieu au mois d'août 2015, quand ils ont bombardé Palmyre. Palmyre, c'est une cité antique, en Syrie. Et il y a Paul Venn, qui est un vieil historien, qui a un petit peu plus de 80 ans maintenant, qui s'est senti l'obligation de publier un court récit qui s'appelle Palmyre, l'irremplaçable trésor. Et il dit en introduction qu'il va faire son ancien métier de professeur d'histoire, c'est-à-dire guide de tourisme dans le temps. Et j'ai trouvé l'expression très jolie. Et son livre, il l'a dédié à Khaled Al-Assad. C'était l'archéologue qui, pendant plus de 30 ans, était en charge des fouilles à Palmyre. Et le livre est vraiment un bel hommage à cette cité. Alors, il se trouve que, à titre personnel, j'y étais quand j'étais en Syrie il y a une quinzaine d'années en tant que touriste. C'était une très très belle cité antique. Et quand on voit ce qu'il en reste maintenant, on ne peut qu'être désespéré. Voilà, c'était ma participation. Il s'appelle Al-Assad, mais je fais pas partie de la famille de Bachar el-Assad qui lui a lâchement abandonné Palmyre. Tout à fait. Ernestine, quels sont tes coups de cœur, coups de gueule du jour? Alors, mon coup
de gueule du jour, et justement ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Marc, c'est par rapport aux rumeurs qu'elle ait eu dimanche dernier, qu'elle a eu sur les réseaux, notamment et surtout sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Twitter, des très très mauvaises blagues disant il va y avoir des attentats à tel endroit. Je pense notamment à une dernière rumeur complètement folle sur Evry et le carré Sénart. Enfin, voilà, juste un message de rappel. Faites attention à ce que vous relayez. Nous sommes tous des communicants, et vérifiez l'information avant de la faire partager. Voilà, tout simplement. Donc, je reprends l'exemple sur le cas d'Evry et du carré Sénart. Il y a une radio locale qui a partagé cette information. J'ai été faire un petit tour sur l'AFP, sur la police nationale, sur certains comptes Twitter et Facebook, justement, qu'il faut absolument suivre, justement, parce que eux, au moins, donnent des sources effectivement fiable, et malheureusement cette info n'existait pas et n'a pas été relayée, et heureusement. Mais voilà, je le dis, je le rappelle, comme la police nationale l'a fait, comme certains membres de gouvernement l'ont fait, s'il vous plaît, arrêtez de relayer de fausses informations, parce que ça contribue à la psychose, et en plus c'est vraiment, à la fin, c'est même pas drôle, c'est juste, voilà, je suis un peu en colère contre ces gens-là. À un moment donné, il faudra malheureusement agir dans le mauvais sens si besoin est. Merci. Et coup de cœur? Coup de cœur, bon voilà, on l'a un peu dit, on l'a dit maintes et maintes fois en début de cette émission, c'est évidemment l'hommage que je rends aux forces de l'ordre, que ce soit la police, la BRI, la GIGN, toutes les forces de l'ordre qui sont intervenues pour mettre fin à l'horreur vendredi dernier, y compris aussi qui sont intervenus sur Saint-Denis. Alors j'ai plus le jour en tête, mais il y a quelque temps, même c'est vrai, on était tous mercredi, donc on était tous concentrés justement sur la façon dont ça allait évoluer, hein. Je parle évidemment de l'assaut, et évidemment toutes les forces de santé, donc les médecins, les chirurgiens, toutes les personnes qui ont essayé de faire le plus possible pour sauver des vies, même si malheureusement c'est clair, au niveau psychologique, on a tous je pense le même sentiment là-dessus. Juste rappeler que la BRI fait partie des meilleures forces d'intervention au monde, et ça s'est vu, ils n'ont pas eu de mort, quelques blessés. Ils ont très très bien travaillé pour éradiquer ces barbares. Merci. Et toi, Gabriel, coup de cœur, coup de gueule, par quoi que tu commences? Le coup de cœur en premier. Moi, mon coup de cœur, c'était pour dire merci, rendre hommage à la solidarité internationale qui a eu lieu autour, comme je l'ai dit en introduction, des attentats de Paris, malheureusement, et surtout les Anglais qui ont été vraiment très très bien sur ce coup-là. Notamment au match Angleterre-France, match amical de football qui a eu lieu finalement, où le peuple anglais a voulu faire l'effort de chanter la Marseillaise, et avec marqué liberté, égalité, fraternité en gros dans le stade. C'était vraiment un très très grand moment émouvant pour la France. Donc je voulais leur rendre hommage. La vidéo est sur internet, hein, donc n'hésitez pas à aller la regarder, hein, très émouvant. Et dans les moments difficiles, la France et l'Angleterre sont toujours ensemble. Oui. Ça s'est vu pendant d'autres guerres aussi. Voilà. So thank you. Ton coup de gueule? J'en ai pas. Marc, c'est à toi maintenant, c'est le moment littéraire de l'émission, la chronique littéraire. Quel ouvrage veux-tu nous faire découvrir cette semaine? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 7, le chiffre 7, le nouveau roman de Tristan Garcia. Mais auparavant, j'ai envie de revenir brièvement sur l'œuvre épatante de ce jeune auteur brillant et talentueux. Rappelons qu'il est trentenaire, originaire de Toulouse, normalien et philosophe. Son premier roman, La meilleure part des hommes, est à mes yeux son meilleur. Il y décrivait avec justesse incroyable l'arrivée du sida dans la société française des années 80. Avec ce roman Princeps, il a placé la barre très haut d'emblée. Par la suite, Garcia s'est systématiquement renouvelé. Il n'a pas cherché à exploiter un filon, ce qui a pu dérouter ses premiers lecteurs. Attiré par la science-fiction et intéressé par la condition animale dans Mémoire de la jungle, son second ouvrage, il racontait le monde vu par les yeux de son protagoniste, un singe. Son avant-dernier roman, Faber, explorait la monstruosité contemporaine. En l'absence de classement final, son recueil de nouvelles lui permettait de s'intéresser au monde sportif. Avec 7, une fois encore, Tristan Garcia surprend et ravit son lecteur. 7, ce sont 7 romans, dont les premiers ont la taille et la consistance de nouvelles. Citons les titres successifs. Élyséenne, Les rouleaux de bois, Sanguine, La révolution permanente, L'existence des extraterrestres, Hémisphère et la 7e.
Il faut lire l'intégralité des 570 pages pour comprendre que l'ensemble forme un tout cohérent. La construction en abîme est formidable, le chiffre du titre est symbolique, il ne peut que nous toucher sur la 7e chaîne. Les 6 premières histoires paraissent sans lien entre elles. Les héros vivent des expériences troublantes. En voici quelques exemples. Une drogue étrange permet, si elle est absorbée à la juste dose, de revivre les éléments du passé dans le corps actuel. Un musicien découvre que la musique qu'il invente existe déjà et que tout a déjà été gravé sur un support étrange digne d'un incunable en littérature. Un mannequin magnifique comprend que sa beauté immense n'existe qu'au prix d'une contrepartie qui est une hideur repoussante et répugnante chez d'autres personnes. Sa prise de conscience se révèle terrible. Ce ne sont ici que quelques bribes des courts romans introductifs. Le dernier, intitulé donc la 7e, est le plus long, composé de 8 parties. Sa construction repose sur la même histoire revisitée 7 fois, à travers un personnage immortel qui renaît régulièrement. Le sang et les saignements sont les signes distinctifs de cette particularité qu'un lecteur rationnel trouvera d'abord miraculeuse, jusqu'à être persuadé de la véracité de ce qui lui est conté. C'est la magie de la littérature qui opère alors. Gabriel va nous éclairer sur l'articulation de l'ensemble avec ce court extrait. Il n'est pas question pour moi de vous livrer toutes les clés d'interprétation. Ça serait à la fois fastidieux pour vous et dangereux pour moi. Remarquez que je n'ai pas écrit mes romans dans l'ordre de mes vies. Le premier s'intitulait Élyséenne, et il évoquait de façon très allégorique quelques épisodes de ma 2e incarnation. Comme beaucoup de premiers romans, il bénéficiait d'une réception bienveillante. Après avoir épuisé dans ces différents textes ma vie politique, ma vie religieuse, ma vie d'esthète et finalement ma vie d'artiste, il me sembla m'être enfin délivré des souvenirs de mes existences passées, leur avoir donné une forme fictionnelle satisfaisante en jouant de différences subtiles entre la littérature et la réalité, et avoir livré le principe de tout mon travail et le secret de mon existence. Pour chaque œuvre, une vie. En filigrane, ce roman pose de nombreuses questions, explore des univers fantastiques. Savoir que l'auteur est philosophe n'est sans doute pas anodin, il interroge le monde, la croyance, et propose des réflexions dissimulées sous le prétexte de la fiction, voire d'une science-fiction moderne, qui n'est pas celle qui s'intéresse aux galaxies éloignées et aux vies en dehors de la Terre. Pour apprécier pleinement ce roman, il faut accepter d'abord d'être troublé, de ne pas être dans la zone confortable habituelle d'un cadre de référence littéraire classique. Au fur et à mesure des pages, le lecteur persévérant est happé et finirait presque par croire à ces personnages de fiction qui, dotés d'immortalité, revivent plusieurs fois la même vie qui se réécrit. Voilà, je vous ai donc parlé pour ma 6e intervention dans l'émission de 7 de Tristan Garcia, paru chez Gallimard. À toi Gabriel pour la fin de l'équipe de l'info sur la 7e chaîne. Merci Marc pour ce conseil de lecture. Voilà, l'équipe de l'info, c'est fini pour aujourd'hui. Mais merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, chers chroniqueurs, pour vos expertises avisées sur l'actualité comme chaque semaine. Oui, merci à toutes et à vous tous. Donc, juste quelques points événementiels. La semaine, vendredi prochain, il y a l'hommage national. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Hein. Je pense que ce sera diffusé en direct sur plein de médias. Il y a la COP21 qui commence le 30 novembre, pardon, et le premier tour des élections présidentielles, sans oublier, évidemment, Téléthon, régional, pardon, le 6 décembre, mais juste avant, il y a le Téléthon des 4 et 5 décembre, puisque le Téléthon a quand même été maintenu. Hein. Et oui, car la vie continue. Marc ? Au revoir et à bientôt. Merci. Je voudrais encore une fois rendre hommage aux 130 victimes des attentats de Paris le 13 novembre dernier, ainsi qu'aux victimes du terrorisme au Mali et partout dans le monde, il faut pas l'oublier. Condoléances à leurs familles. La démocratie, la liberté et le vivre ensemble triompheront toujours de la barbarie et du terrorisme. Ensemble, nous serons plus forts. Toutes les ténèbres du monde réunies ne peuvent pas éteindre la flamme d'une seule petite bougie. À très vite pour un nouveau numéro de l'équipe de l'info sur la 7e chaîne. On reste libre.